البنك المغرب كتعامل معكم نتوما باغيين نطوروا الفينتيك في المغرب لا انت لا بغيتش كاع هذا ça moi que je connais très bien sur du don crowdfunding. Le marché, c'est globalement 200 millions d'euros. Sur les 200 millions d'euros, 100 millions, c'est pour de la culture. Comment se rémunère une start-up dans le crowdfunding? عثمان المريني صاحب المبادرة الأكبر لجني الأموال بعد زلزال المغرب اللي طرا في أوائل شتنبر 23 واللي جمعات حوالي 8 مليون درهم على منصة GoFundMe. قام بالدور ديالو بإنشاء منصة كراود فاندينغ 100% مغربية باسم كيوي كوليكت. هو والزوجة ديالو سارة الجايدي يكونوا بدورهم أحد أبرز الزوجين في عالم التك في المغرب. On a une image assez positive d'entrepreneuriat véhiculée par les réseaux, etc. On pense que c'est quelque chose de cool. Et en vrai, c'est assez galère. Donc si t'as pas une raison très très profonde de pourquoi tu fais ce que tu fais, le vrai sujet, c'est vraiment la fuite des cerveaux et de la jeunesse. Et je trouve que ça, c'est un vrai problème qui n'est pas assez pris en compte. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans un discours défaitiste de ces gens-là, ils vont jamais revenir. C'est un mythe de vouloir les faire revenir. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Globalement, si je dois vous résumer ma définition de l'impact tel qu'on le voit à travers le crowdfunding, c'est financer 3 grands types de projets. 6e épisode, عاود فرحانين به بزاف. Aujourd'hui, on a un invité assez spécial qui est en train de fonder un truc assez spécial au Maroc. C'est Othmane Lemrini qui est en train du coup de fonder Kiwi Collect, plateforme de crowdfunding au Maroc. C'est pas encore out, mais ça va l'être, comme on dit. Inch'Allah. Donc, Anwar, on leur demande quoi? دابا كومون سادريس مع المغاربه وحنا عندنا داك الاسبري ديال المقاطعه في الاسم والنسب ورقم البطاقه الوطنيه الله يخليك. Ça commence bien. Non, je rigole. Mais ouais, on veut juste savoir un peu ton vécu, d'où tu nous viens au Maroc, un peu tes expériences, voilà, petite présentation générale. Voilà. Bah, merci pour l'intro. Et avant de répondre, je voudrais déjà vous remercier pour l'invitation. C'est un super projet que vous avez également. Je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler, Ahmed, un peu en off. Clairement, je pense que c'est un très bon format, le podcast, et ça prend de l'ampleur. Et je suis très content de contribuer. Donc bravo et bon courage pour la suite. C'est le début et je suis heureux d'être dans les premiers. Yes. Donc ça c'est pour la petite intro. Donc bon, Ana Ould Kaza, j'ai fait ma scolarité في الجبر comme vous. Dédicace à Jabr. Exactement. On représente fièrement. Ouais, exactement. En tout cas, Nes ديال Jabr. Et donc ensuite j'ai eu un parcours assez classique, classe prépa, école de commerce, donc là-dessus rien d'original. Ouais. J'ai commencé à bosser en 2014. J'ai fait principalement de la banque d'affaires pendant 9 ans. Et depuis un peu moins d'un an, je travaille principalement sur ce projet Kiwi Collect, qui est donc une plateforme de crowdfunding marocaine. Et c'est dans le cadre d'un contexte un peu plus global, je pense qu'on va revenir dessus. Bien sûr. Donc voilà, c'est un peu la petite intro. Je pense qu'il n'y a rien de particulier sur prépa, etc. On sait tous ce que c'est. Je pense que le plus intéressant, c'est s'intéresser à ce qu'on fait actuellement. Je vais te poser un peu une question, je pense, qui revient souvent à chaque fois qu'on discute avec toi, que ce soit toi ou avec ta cofondatrice. Toi, du coup, tu as dit, tu as eu un parcours qui est assez classique finalement, tu as fait de la banque d'affaires pendant un peu, genre aux alentours de 10 ans. À quel moment tu t'es dit, tu t'es posé et tu t'es dit j'ai envie de quitter ce monde-là, peut-être à ce moment-là ça t'intéressait plus, genre ça t'intéressait avant et à un moment ça t'intéressait plus, et tu t'es dit je vais créer une plateforme de crowdfunding. Et finalement, genre, c'est quoi le crowdfunding d'abord? Yes. C'est important de définir ça parce que je pense que c'est connu dans certaines régions dans le monde, mais finalement il n'y a pas tout le monde qui sait c'est quoi. C'est un truc qu'on entend parler, que ce soit dans les réseaux sociaux, etc. Mais ouais, genre c'est quoi le crowdfunding? Et ensuite, du coup, pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure entrepreneuriale? Excellent, ça fait pas mal de questions. Ouais. Donc déjà pour définir crowdfunding très rapidement, bon, c'est en anglais, mais la traduction littérale, c'est le financement par la foule. En français, on traduit aussi ça par financement participatif. Et au Maroc, on parle de financement collaboratif. Ouais. La petite différence, c'est que, bon, Français, il parle de participatif parce que c'est vraiment le terme qui est utilisé le plus. Au Maroc, le mot participatif est déjà réservé à tout ce qui est produit de la finance islamique. Okay. Et donc, il y a le mot collaboratif qui a été utilisé en substitut. Bon, ça, c'est un détail, ça veut dire la même chose. On parle vraiment du même principe. Et en arabe, on parle de Timouil Ta'aouni. Ouais, donc, effectivement, c'est un concept qui a on va dire une grosse décennie
aux États-Unis, en Europe, c'est devenu un moyen de financement principal. Ça l'était beaucoup moins au début, c'était relativement niche. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'être introduit au Maroc à travers une loi qui s'appelle la loi 15-18 qui autorise et réglemente cette activité. Donc cette loi, elle a été promulguée il y a un peu plus de 2 ans. Ouais. Et l'idée du crowdfunding, c'est quoi ? C'est moi, je suis un porteur de projet, donc j'ai un projet à faire financer. J'ai les moyens classiques, Business Angel, Love Money, VC, crédit bancaire, etc. Ça, c'est relativement institutionnel, on connaît, mais on sait très bien que tout le monde n'y a pas accès. C'est probablement tôt pour un certain nombre de projets. Et donc, le crowdfunding, c'est un moyen de financement alternatif qui vient compléter ce panel pour un certain type de projet, pour un certain type de maturité. L'idée, c'est que moi, je suis un porteur de projet, je référence le projet sur la plateforme et je fais appel à la foule pour financer mon projet. Donc des gens que je connais ou que je ne connais pas, des organisations aussi, parce que c'est quelque chose qui peut être adapté aussi pour des organisations, et qui vont venir financer mon projet. Quel type de financement ? Il y a 3 grandes formes, l'investissement, le prêt et le don. C'est aussi les 3 formes qui sont régulées par la loi. L'investissement, c'est vraiment de la prise de participation dans le capital, de boîtes, de PME, de start-up. Le prêt, c'est comme un prêt bancaire, mais ce n'est pas une banque qui te prête de l'argent, c'est les gens. Contre un taux d'intérêt ou pas d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, il y a le don. Donc, c'est vraiment Tchabarouat. Et là, on parle de don sans contrepartie financière. Donc, soit c'est sans contrepartie tout court, en l'occurrence, pour du caritatif, de la solidarité, etc. Et ça peut être également avec contrepartie. Et c'est de la contrepartie en nature. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas te rendre de l'argent. En revanche, je vais te vendre, en fait, je vais te prévendre mon produit. Voilà un peu les 3 formes. Je pense qu'on reviendra sur ces choses-là et je vous dirai ce qu'on fait sur Kiwi Collect plus particulièrement. Mais pour du coup revenir à la deuxième partie de la question, bon, moi j'ai fait de la banque d'investissement parce que vous doutez bien, c'est pas une vocation de faire de la banque. Je pense que voilà, on a un système qui fait que on atterrit là-dedans et clairement je crache pas dans la soupe, c'était super, j'ai beaucoup appris, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Il y a quand même cette idée de recherche de sens. Alors c'est très galvaudé, tout le monde en parle. Moi, ça a vraiment été un trigger. Et la deuxième chose, moi, qui m'a beaucoup poussé vers ce travail-là, etc., c'est l'envie de me connecter au Maghreb. C'est vraiment ça, en fait. Moi, pendant très longtemps, je travaillais sur les marchés européens, je couvrais des pays nordiques, je couvrais l'Italie, etc. Aucun rapport avec le Maghreb, il se passait plein de choses, j'étais jamais au courant de ce qui se passait là-bas. Et en fait, j'étais un peu déçu de moi-même et je me disais, c'est pas normal. J'ai essayé à quelques reprises de rentrer, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et finalement, ça a été pour moi la manière de me reconnecter avec le Maghreb et d'essayer de contribuer à ma manière, voilà, le Maghreb. Et donc, on va dire que c'est pas tellement l'envie d'entreprendre, parce que moi, je suis pas un entrepreneur né. Enfin, la banque, ça fait pas naître des vocations, clairement. C'est vraiment juste l'envie de me connecter au Maghreb, et ça a été le moyen que j'ai trouvé le plus adapté à ce moment-là pour le faire. Mmh. Et du coup, la startup, elle est basée au Maroc. Et ouais, la boîte, elle est marocaine. Okay. Et en fait, c'est la loi en fait qui le stipule. Okay. Pour que tu aies l'agrément pour pouvoir opérer, il faut que la SFC, donc la Société de financement collaboratif, ait son siège social au Maroc. Donc il y a l'équipe aussi qui est au Maroc. Tu as une petite équipe ou un cofondateur? Alors là, on est 2. Okay. Il y a ma cofondatrice qui est Sarah Jaidi. Okay. Et on est tous les 2 à Paris pour le moment. Et on a des gens avec qui on travaille qui sont au Maroc, qui sont à Rabat. Ouais. Maintenant, nous, on fait beaucoup d'allers-retours entre France et le Maghreb, comme beaucoup de gens. Mais c'est vrai que pour le moment, entre guillemets, la vie perso, elle est ici en France, et la vie d'entrepreneur, elle est purement marocaine. Ouais. Donc, tu dis que, genre, toi et Sarah, j'imagine, tu voulais te connecter avec le Maroc, tu cherchais comment te connecter avec le Maroc, mais donc, du coup, finalement, pourquoi le crowdfunding ? Genre, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de te connecter ? Ou est-ce que peut-être tu as vu quelque chose dans le crowdfunding ou une opportunité, peut-être réglementaire ou autre, qui a fait que tu t'es dit, il y a un time to market finalement, il y a des gens qui pourraient être intéressés par investir ou participer, genre donner de l'argent pour participer à des projets, etc. Est-ce que c'est ce qui t'a incité à commencer ou est-ce qu'il y a d'autres raisons finalement ? Non, je pense que tu as mis le doigt sur les bons trucs. Il y a 2 grandes raisons, on va dire. Il y a un contexte réglementaire. Donc il y a eu cette loi qui a été promulguée, qui est la loi 15-18 en février 2021. Genre les projets de loi, ils ont commencé en 2015, non ? Exactement. En fait, le sujet, il est très très vieux.
Ouais, voilà, ça a pris du temps pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais voilà, il se trouve que ça a pris du temps, Covid est passé par là, etc. Ils ont fini par accoucher par la loi qui a été votée à l'unanimité par le Parlement. Donc, il y a ce contexte réglementaire qui fait que il y avait une opportunité. En général, derrière chaque loi, il y a des opportunités. Moi, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup auparavant parce que je vivais en France et que j'avais été client de plein de plateformes et j'ai vu que ça fonctionnait, que ça a pris beaucoup d'ampleur. Tu avais participé dans des plateformes? Exactement. Ah, ok. Donc, moi, mes côtés clients, voilà, j'étais intéressé à titre personnel par contributeur. Exactement, en tant que contributeur. Donc voilà, ça c'est le premier point. Il y a eu cette loi. Donc derrière, nous, on s'est intéressé à ce sujet-là et on a commencé à le creuser et on a été appliqué assez en amont là-dedans. Et le deuxième point, en fait, c'est juste une forte conviction dans le fait qu'on en ait besoin au Maroc. En fait, en gros, pour te faire une petite image de ce que je constatais à l'époque, c'est que le financement est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a une petite vague qui est en train de s'élever sur tout ce qui est pré-initiative, entrepreneuriat et autres. Probablement qu'un des plus gros obstacles aujourd'hui au Maroc, c'est quand même l'accès au financement. Alors, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites au niveau institutionnel par l'État et autres sur le plan du financement. C'est probablement pas suffisant. 2, on voulait aussi proposer quelque chose d'alternatif, de non institutionnel, et quelque part d'inclure des projets qui sont aujourd'hui exclus, en fait. C'est vraiment le sujet, en fait. C'est qu'aujourd'hui, quand tu es dans de la culture ou de l'art, pour juste donner un exemple, c'est des projets qui sont à fort impact, qui peuvent avoir vraiment de la création de valeur immatérielle. Au Maghreb, on n'en a pas beaucoup, et pour moi, c'est pas faute d'initiative ou de talent, etc. On a une culture qui est très très riche, et pourtant, le paysage il est relativement vierge. Pour moi, c'est vraiment une question de financement. Il n'y a pas assez de financement adapté pour ce type de projet. Le crowdfunding peut clairement être le moyen pour permettre à ces projets de voir le jour. L'autre exemple que je donne beaucoup, c'est la solidarité. En fait, c'est ce qu'on fait toujours depuis tout le temps. Je mets le flows pour aider quelqu'un, pour financer la scolarité d'un étudiant. C'est dans notre culture. Ça, c'est le quotidien. Ça, c'est pour des facteurs culturels, religieux, socio-économiques. La société, elle marche comme ça de toutes les manières. Donc, c'est pas tellement une révolution. En revanche, ça marche pas du tout, en fait, parce que c'est anarchique. Il y a beaucoup de logistique. C'est très déstructuré. Donc, il n'y a pas de quantification d'impact. Et finalement, dès que les élans de générosité que le Maghreb ils ont, en fait, ils ne sont pas canalisés pour qu'ils aient un maximum d'impact. Ouais. Donc, l'idée, voilà, c'est de dire, en fait, il y a déjà une matière, les gens, ils savent déjà de quoi on parle. L'idée, c'est juste de rerouter ça, faire un moyen digital pour que ça se fasse mieux et plus. Quoi. Ouais. Donc, pour résumer, vous avez trouvé que finalement, les gens, ils font déjà du crowdfunding, mais traditionnel. Exact. Et vous êtes venu digitaliser tout ça et mettre en place une sorte de plateforme à disposition des personnes pour plus formaliser tout ça. Exactement. Ok. Du coup, comment tu vis ton expérience entrepreneuriale entre la France et le Maroc en termes de... Déjà en France, qu'est-ce que ça t'a donné la France en termes peut-être de knowledge entrepreneurial et vis-à-vis du Maroc aussi? Est-ce que c'est difficile d'ouvrir une plateforme de crowdfunding au Maroc et en termes d'opérationnalité? Ouais. Donc, et là du coup, je crois que tu as un boulot aussi à côté. Et voilà, tu gères aussi ta startup. Donc, comment tu vis en termes de logistique, en termes d'opérationnalité, comme j'ai dit, entre le Maroc et la France, du coup? Ouais, non, je pense que ça, c'est le sujet de plein de gens, effectivement. On est entre les deux. Il y a 2 niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est où est-ce qu'on en est dans la startup. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore lancé parce qu'on attend un agrément de Banque El Maghreb. Yes. Il y a, on va dire, un peu de lenteur là-dessus. Mm-hmm. La loi, elle a été promulguée il y a plus de 2 ans. Et en 2 ans, il n'y a toujours pas de mise en application parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'une loi a été promulguée que c'est possible. Derrière, il y a tout un circuit réglementaire qu'on a achevé aujourd'hui, mais qui doit se parfaire, entre guillemets, en ayant vraiment l'agrément qui te permet de commencer le business. Quoi. Nous, on attend cet agrément. On est très avancé là-dessus parce qu'on a été impliqué très en amont, mais on l'a toujours pas. Et si je peux me permettre d'interrompre, il y a aucune plateforme qui a cet agrément au Maghreb? Non. En tant que boîte marocaine? Non. Ok. Donc crowdfunding, non. Aujourd'hui, il n'y a pas de crowdfunding au Maroc. Okay. Il y a eu des tentatives qui ont été faites avant la loi. Oui, parce que j'ai vu, à partir de 2015, j'avais vu un peu, j'ai fait des petites recherches, j'avais vu qu'il y avait d'autres plateformes qui ont essayé de faire ça, mais finalement, donc du coup, elles n'ont pas, peut-être avec l'arrivée de la loi et l'aspect réglementaire, ils ont décidé d'arrêter. Ouais, alors effectivement, à partir du moment où il y a une loi,
bah, tu peux plus faire si tu te soumets pas à la loi. Ça, c'est la base. Et le deuxième point, c'est que de manière générale, sur un sujet comme celui-ci, qui est relativement sensible parce que c'est un sujet d'argent, quand tu n'as pas une certitude réglementaire et que tu es un peu dans la zone grise, c'est très difficile de scaler ta plateforme et de faire ça de manière propre et assumée. Donc les tentatives qui avaient été faites, elles ont essayé de contourner le sujet du fait de l'absence de la loi. Ça n'a jamais vraiment pris au Maroc. Alors je pense qu'ils ont posé quand même les bases du crowdfunding et je pense qu'ils y ont contribué. Maintenant, pour qu'on ait vraiment le crowdfunding en bonne et due forme et lui donner le potentiel qu'il mérite, il a fallu cette loi-là. Aujourd'hui, elle est là. Je pense que ça, c'est un gros milestone du Maghreb. C'est le premier pays en Afrique qui a réglementé cette activité. Donc, quelque part, on est aussi pionnier là-dedans. Maintenant, voilà, la loi ne suffit pas. Une fois qu'il y a la loi, il faut que des opérateurs travaillent. Et il faut qu'ils travaillent bien et dans des bonnes conditions pour que le sujet il prenne de l'ampleur et qu'il serve en fait les besoins. C'est vraiment ça le sujet. Donc, aujourd'hui, on attend cet agrément et on espère clairement qu'on l'aura rapidement pour pouvoir être opérationnel parce que pour moi, c'est vraiment l'étape critique dans ce sujet-là. Ensuite, sur ta question sur effectivement entre France et le Maghreb, bon, j'ai pas assez de recul parce qu'effectivement, on lance, on est en plein dedans. Mais moi, ce que je constate, c'est que bon, globalement, le Maghreb, il est vraiment au balbutiement de tout ce qui est entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est un peu les feedbacks que vous avez, mais moi, en tout cas, c'est ce que je constate. On est vraiment au tout début, en fait, de quelque chose. Alors bon, je pense que le Maghreb a pris pas mal de retard par rapport à d'autres pays. Et là, je ne parle pas des grands pays, je parle des pays comparables. Qu'on essaie de rattraper, un peu à marche forcée, avec plus ou moins de succès. Mais aujourd'hui, ce qui est positif, c'est qu'on voit de plus en plus de structures d'accompagnement émerger, beaucoup plus de programmes. Je pense que l'État, il a clairement compris que c'était la voie à prendre pour réduire le chômage, pour faire de la création d'emplois, etc. Et donc, il y a aussi pas mal d'argent qui est mis sur la table pour ces sujets-là. Bon, voilà, il faut bien démarrer quelque part. Ça va prendre du temps. Ça aura plus ou moins de succès, mais on a démarré et ça c'est déjà bien. Alors quand on navigue dans cet écosystème, bah forcément qu'il faut être armé de résilience et de patience, parce qu'effectivement tout n'est pas simple. Tu as tes sujets de business, répondre à une demande, avoir le bon produit, etc., faire la bonne com. Et ça, c'est incompressible, c'est partout dans le monde. Mais je pense qu'en plus, tu as une difficulté de s'affranchir des contraintes de l'écosystème qui est encore très naissant. Typiquement, là, quand on parlait de lenteur administrative, etc., bah, ça fait partie du package. Et c'est normal. Bon, là, on a pris tout le package. Encore une fois, je ne me suis jamais vu entreprendre en France, parce que pour moi, il n'y a pas besoin de moi ici, tout est là. En revanche, au Maghreb, il y a tellement de choses à faire. Alors, il y a les opportunités, il y a les contraintes, il faut prendre les deux. Yes. Et du coup, est-ce que t'es parti au GTEx ou là t'es parti au GTEx? Ouais, on a fait les 3 jours au GTEX, on avait un petit stand. Ah, ok. Moi, c'était mon premier salon et j'ai adoré. Réussite. C'est des grosses journées, mais clairement avec Sarah on a passé 3 jours extraordinaires. C'était une opportunité parce qu'on n'aurait pas pu payer le stand, donc on se l'est fait offert par l'ADD qui travaille avec le ministère de la Transition. Donc ça c'est vraiment un truc très très cool qu'ils ont fait pour les petites startups, pour avoir un peu de visibilité. On n'avait pas d'objectif en tant que tel parce qu'on n'a pas lancé. C'était vraiment une histoire juste de rencontrer des gens, de parler du crowdfunding. Et je pense que voilà, là-dessus l'objectif est atteint. Donc non, c'était très cool. Et d'ailleurs JTEX c'était vraiment génial. J'ai entendu. Ah ouais, non, mais j'ai entendu dire des gens des sujets d'organisation, etc. C'est tellement peanuts par rapport au truc. Parce que bon, tu vois, mine de rien, le Maghreb, pour avoir un truc comme ça, il y a 10 ans, ça n'aurait jamais été possible. Là, ça a été vraiment un énorme événement, il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai fait Vivatech à Paris, franchement, c'est comparable. Vivatech est le plus gros salon au monde, devant Las Vegas, etc. Donc non, franchement, c'est une super fierté d'avoir ça. Et puis, c'est un truc annuel qui sera reconduit pendant très longtemps. Donc non, franchement, chapeau. Et ça veut dire aussi que le sujet est pris en main. Et ça, c'est rassurant. C'est cool de voir. Là, on a GTEX, on a Moroccan Mavericks. وما تجي الخير مازال. ان شاء الله le projet Moroccan Mavericks غيتحط في كيوي كوليكت اورانج. غنجبدوا لي لوفي لاش باش ندير واحد الحاجه. Ça c'est bien noté. Avec grand plaisir. On sera les premiers. Et en plus c'est totalement adapté. Parfait, excellent. Ça sera impact, on fera tout. En parlant d'impact, tu vois, depuis tout à l'heure, impact, même genre se connecter avec son pays, bref.
est-ce que finalement, Kiwi Collect, genre à terme, toi, la vision que tu as du projet, est-ce que c'est quelque chose qui va être un impact, genre avoir des projets à impact et finalement faire intéresser des contributeurs sur des projets à impact? Ouais, non, ça c'est un sujet super important et on a comprendre très très au sérieux parce que en fait c'est la base du travail. On est sur un créneau un peu particulier. Ouais. C'est pas une start-up lambda. Alors aucune start-up n'est lambda parce que tout le monde a des fortes convictions pour se lancer dans un projet pareil. Nous en l'occurrence c'est le sujet d'impact qui nous intéresse. On voit pas notre travail hors du cadre d'une mission d'impact qui est de servir des gens qui sont exclus des financements classiques. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc là, on parle d'inclusion financière. Et encore une fois, comme on l'a dit, d'améliorer un principe de collecte d'argent qui aujourd'hui se fait mal au bénéfice des populations des territoires. Quand on parle de projet impact, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Globalement, si je dois vous résumer ma définition de l'impact tel qu'on le voit à travers le crowdfunding, c'est financer 3 grands types de projets. Premier grand type, c'est l'entrepreneuriat au sens large, soit avec une acception innovation, donc il y a de l'impact dedans, soit c'est de l'entrepreneuriat social. Et ça, il y en a beaucoup au Maroc, notamment avec les coopératives, etc., et qui ont beaucoup de problèmes d'accès au financement parce que c'est des gens qui peuvent bien travailler, qui ont des bons produits, mais qui n'ont pas accès au financement bancaire parce que ce n'est pas des structures qui sont structurées avec des bilans, une comptabilité, etc. Les coopératives, il y a l'Ergen, etc. Exactement. Donc ça, c'est de l'entrepreneuriat social et ça, c'est juste un exemple. Et de l'auto-entrepreneuriat. Encore une fois, on a parlé de création d'emplois, c'est-à-dire le petit entrepreneur qui a besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer quelque chose. C'est de l'impact parce que c'est de la création d'emplois, c'est résorber le chômage, etc. Donc ça, c'est le premier grand point. La deuxième grande catégorie, on l'a rapidement évoqué, c'est tout ce qui est culture, art et sport. Et ça, c'est super important parce que ça, c'est sous-financé aujourd'hui. Ouais. En fait, aujourd'hui, quand tu as un projet culturel, tu n'as pas à qui t'adresser. L'État n'a pas assez de moyens pour financer tout ça. Exactement, c'est qui est bricolé, quoi, globalement. C'est le dimanche, quoi. Tu fais ça. Et moi, je pense que clairement, c'est très sous-investi et c'est dommage parce que clairement, on a une richesse culturelle, on a beaucoup de jeunesse, on a beaucoup d'initiatives. Mais on n'a pas de financement adapté parce que c'est dépourvu de modèle économique, parce que c'est dépourvu d'objectifs de rentabilité, mais par nature. Ouais. C'est pas du tout un défaut. Et je pense que le crowdfunding, c'est un très très bon moyen parce que quand tu fais du crowdfunding en tant que contributeur, c'est pas juste une logique de financement. Il y a un rapport émotionnel en fait qui est créé avec le porteur de projet. C'est d'abord parce que tu es intéressé par le projet, parce que ça te parle. C'est relativement désintéressé. Alors, tu peux avoir de l'investissement et du prêt, tu trouves que c'est intéressant par ailleurs, mais si tu n'as pas d'intérêt dans le projet, tu ne vas pas y aller. Et je pense que la culture, ça s'adapte très très bien en fait à ça, puisque la culture, nous, on veut le consommer, et donc finalement, tu es prêt à le financer. Et on veut le partager aussi. Et on veut le partager, exactement. Donc pour moi, c'est clairement le type de créneaux qui sont parfaitement adaptés à du crowdfunding. Juste pour donner une stat, François, moi que je connais très très bien, sur du don, crowdfunding, le marché, c'est globalement 200 millions d'euros. Sur les 200 millions d'euros, 100 millions, c'est pour de la culture. C'est pour dire, le crowdfunding a commencé avec la culture et s'épanouit dans la culture, encore aujourd'hui. Et je pense que le terrain, il est encore très, très vierge au Maroc pour mettre en synergie ces deux sujets. Le troisième point qui est super important, c'est de la solidarité, tout simplement. C'est de la santé, c'est de l'éducation, c'est de l'employabilité des jeunes. Ça, c'est des secteurs qui sont clés, qui sont pris en charge à la fois par des gens de l'associatif, de l'économie sociale et solidaire, mais aussi par des gens de la société civile. Enfin, on connaît tous autour de nous des gens qui font beaucoup d'actions autour d'eux, avec leurs moyens, avec le tracas que c'est, logistique, etc. On veut permettre à ces actions de solidarité de se faire mieux, avec plus d'impact, avec plus de qualité. Et là-dessus, pour poursuivre sur les stats, parce que c'est toujours important pour valider un peu les intuitions, en France, encore une fois, une campagne de crowdfunding sur 3 est menée par un acteur de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des fondations, des associations, des entreprises sociales, etc. Encore une fois, ça a fait appel au rapport émotionnel dont je te parlais. C'est complètement connecté. Quand on est contributeur, quelque part, on est engagé, on est early adopter, on veut soutenir. Et par ailleurs, on contribue financièrement à la poursuite, à la réussite du projet. Et donc ça, c'est vraiment une troisième grande catégorie qui a l'air évidente dans le Maghreb, parce que c'est ce que les gens font le plus, de manière informelle.
Par ailleurs, c'est interdit. Ça, on le dit pas assez, mais on le laisse faire parce qu'on sait très bien que la société, elle marche comme ça. Ouais, le marché noir, quoi. Normalement, tu n'as pas le droit de collecter de l'argent en tant qu'individu. Ouais. On le fait. Aujourd'hui, je pense que d'un point de vue de sécurité, transparence, collecte d'argent et focus sur ton projet plutôt que sur le tracas logistique qu'il y a autour, je pense que clairement le crowdfunding c'est quelque chose dont on a besoin et qui pourrait être rapidement adopté si on a la bonne com et la bonne éducation. Ok. Une question un peu. Ouais, Tu non, voulais mais- dire une question un peu business. Comment est-ce rémunère une startup dans le crowdfunding? Ouais, c'est une bonne question. Genre un porteur de projet Le porteur. Enfin, tu vois, le CEO, la startup. Ah, genre en mode. par Nous, exemple, ouais, ouais, c'est ouais. Kiwi demain, comment il Ouais. comment il gagne de l'argent. En fait, Comment elle gagne de l'argent? C'était un peu ma question, si juste je complète. T'as parlé d'associations, t'as parlé d'associations qui genre promouvoient le crowdfunding. Moi, genre connaissant un peu Pellegrini France, etc., un peu ce qui se passe aussi en crowdfunding France et même genre américain, etc. La difficulté finalement dans le crowdfunding, genre à mon avis, c'est voilà, c'est cette notion de business model et de mise en place. Kiwi Collect, est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une startup qui a un but lucratif ou là est-ce que c'est un entre-deux finalement parce qu'il y a le côté impact, il y a pas mal de choses qui rentrent dedans. Donc genre je sais que tu vois genre, vous il y a les frais bancaires, il y a pas mal de costs derrière tout ça, il y a du cash burn. Genre il y a pas juste un petit transfert d'argent que nous en tant que contributeurs ou porteurs de projet on se dit il m'a envoyé de l'argent, il m'a fait un virement et c'est bon. Derrière il y a toute une structure, tout des choses à préparer. Donc toi aujourd'hui tu te vois comment genre est-ce que c'est plus une association, c'est plus une structure à... Ouais, non, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, pour reprendre des choses depuis le début, opérer une plateforme de crowdfunding, ça a des coûts. LH, ça a des coûts. Il y a deux grandes raisons. Il y a d'abord les sujets de frais financiers. Donc, effectivement, quand tu fais un paiement par carte, ça coûte de l'argent. Quand tu vas opérer un espèce de process de flux avec la banque, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, etc. Donc ça, c'est une grande partie de l'explication. Et puis, il y a une deuxième grande partie qui est en fait les sujets de conformité, en fait, qui prennent du temps. Et il faut des ressources. Parce que nous, quand on récupère des projets, il faut faire de la mise en conformité, il faut faire de la sélection, il faut s'assurer qu'on a les bons porteurs de projets. Même de l'audit un peu. Il y a du temps d'analyse, etc. Et ça, c'est pour nous assurer qu'on a des bons projets. C'est pour notre track record, c'est pour notre réputation, c'est pour se soumettre à la loi qui nous oblige en fait à faire ce travail-là. C'est pour ça qu'il y a un agrément qu'on doit avoir pour pouvoir opérer. Cet agrément valide tous ces process-là. Donc tout ça coûte de l'argent, coûte du temps, coûte des ressources. Donc effectivement, c'est pas quelque chose de facile à mettre en place et peu coûteux, on va dire. Maintenant, on n'est pas une association parce qu'effectivement, comme ça coûte de l'argent, il faut qu'on puisse pérenniser le service. Donc, pour pouvoir pérenniser le service, il faut le faire payer. Nous, quand on parle avec les porteurs de projets et les gens qui s'intéressent à ce sujet, ça les choque pas du tout. Ouais. Payer pour avoir accès à ce service, c'est totalement accepté. C'est donnant-donnant finalement. Voilà. Et quelque part, pour que ça marche bien, il faut que ce soit payant. Si c'est pas facturé, le service n'est pas de qualité et il n'est pas pérenne. Exactement. C'est vraiment le mot. Donc là-dessus, on aura un petit pourcentage sur le total collecté. C'est comme ça que se rémunèrent toutes les plateformes de crowdfunding dans le monde. Aujourd'hui, ce pourcentage, il n'est pas fixé. Ça dépendra de plein de choses. Mais laissez-moi vous dire le dernier point. Pour nous, c'est pas une priorité. Et d'ailleurs, on ne s'est jamais vraiment posé la question de shal on va fixer, etc. C'est vraiment un détail pour nous. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui est plus grand que ça, qui est avoir un agrément, mettre en place la plateforme, tester le service. Et démocratiser aussi. Et démocratiser, voir comment ça fonctionne, voir comment les gens y répondent. Nous, on pense que le besoin, il est là et on va y répondre. Derrière, c'est la suite logique, en fait. Quand il y a un besoin et tu viens et tu mites ce besoin-là, oui, tu demandes un petit pourcentage pour pouvoir pérenniser le service et les gens, ils comprennent. Le deuxième point qui est super important, c'est que, et c'est ce que je disais, on n'est pas une start-up lambda dans la mesure où on ne se voit pas juste avec un objectif de profitabilité indépendamment de notre travail. Ouais. Par définition, on est une entreprise à mission. On a un impact. Donc, la rentabilité, on la voit que dans un cadre d'impact qu'on va avoir. Et si on n'arrive pas à avoir cet impact-là, on n'est pas intéressé par le business model qu'il y a derrière. Maintenant, la réalité fait qu'effectivement, le business model, il est compliqué d'une plateforme. Ouais. Ça, c'est le benchmark international qui le dit. Si tu n'arrives pas à faire du volume,
Ça t'arrive pas à choisir les bons projets, etc. Rapidement, tu peux être noyé dans les Juste coûts. alimenter la base avec des contributeurs finalement, genre avoir des contributeurs qui viennent, qui s'inscrivent sur la plateforme et qui checkent les projets. Parce que finalement, c'est eux qui vont financer. Bien sûr, c'est tes clients. C'est parce que tu arrives à convaincre ces gens-là que tu arrives à vivre. Bon, voilà, ça c'est une question à démontrer encore. Moi, je suis incapable de te dire aujourd'hui si on sera capable de tenir ce business model. Mais quelque part, j'ai envie de dire, pour le moment, je m'en fous. Moi, c'est pas mon sujet. Si j'avais été rationnel et très raisonnable, je pense que je me serais pas lancé là-dedans en vérité. Parce qu'il y a beaucoup trop de complications. C'est très nouveau. Il y a tout à faire. Encore une fois, d'un point de vue business, mais d'un point de vue administratif, etc. C'est assez compliqué comme sujet. Et pourtant, je suis à fond dedans parce que j'y crois. Et je pense que des fois, en fait, il faut pas être raisonnable. Des fois, il faut être déraisonnable. Moi, j'ai choisi des fois de choisir en fait le choix de la déraison, de quitter une certaine matrice que j'ai l'habitude d'utiliser pour plein de choix dans ma vie, que j'ai pas utilisé pour ce projet parce que voilà, je pense qu'il dépasse. Ouais. Après, voilà, on verra. Je pense que la vie est longue. Des fois, on part avec des intuitions. Aujourd'hui, c'est ce que je préfère adopter. On verra ensuite pour le business model, etc. Bien sûr, parfait. Ouais. Quelles sont, selon toi, Asman, les qualités d'un entrepreneur qui entreprend en Afrique? Quelles sont les qualités essentielles professionnelles que l'entrepreneur doit avoir en termes de... Peut-être d'expérience d'abord. Est-ce qu'il doit avoir beaucoup d'expérience pour entreprendre en Afrique? Peut-être. Parce que toi, on a vu que tu as fait de la banque d'affaires, beaucoup de banque d'affaires. Et à côté, il y a déjà l'expérience. À côté, tu as aussi un côté un peu éducatif parce qu'on a vu que tu es prof. Tu veux faire passer, c'est ça. C'est vrai. Tu veux faire passer donc ton knowledge à des élèves. Est-ce que c'est, tu vois, ces qualités-là, est-ce qu'il y a aussi d'autres qualités qui font de toi, voilà, un entrepreneur qui entreprend en Afrique et au Maroc précisément? Ouais, non, c'est une question difficile pour moi, pour être très honnête. Parce que je suis pas un entrepreneur chevronné, j'ai pas monté 3 boîtes, j'ai pas assez de recul pour te dire voilà. Je pense que chacun il a sa réponse. Moi, ma petite expérience, c'est que il y a 2 choses. Il y a une vraie conviction, une vraie raison de faire ce que tu fais. Pour moi, c'est de faire quelque chose au Maroc. C'est vraiment ça l'idée. Après, ça ne veut pas dire que tu vas pas aller au-delà du Maroc, etc. Mais voilà, moi, vraiment, ce côté émotionnel, je le valorise énormément. C'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour ça que je passe du temps dessus. Et t'es épanoui ? Et ça m'épanouit et je suis content de le faire. Et je vois plein de gens me décourager. En fait, ça m'encourage parce que je me dis, ah bah voilà, en fait, tu n'as pas des raisons rationnelles de le faire. Tu as quelque chose qui est plus fort que ça. Et moi, je pense que ça te permet de durer dans le temps et d'avoir de l'énergie suffisante pour avancer. Et le deuxième point, c'est de la résilience. Beaucoup de résilience dans le travail, c'est vrai en général. Entreprendre au Maroc, c'est encore plus vrai parce que, comme on l'a dit, il y a tout à faire et donc tu dois être armé de... Le package. Voilà, vraiment, il faut accepter le package. Aujourd'hui, le problème, c'est que on a une image assez positive d'entrepreneuriat véhiculée par les réseaux, etc. On pense que c'est quelque chose de cool. Et en vrai, c'est assez galère. Et donc, si tu n'as pas une raison très, très profonde de pourquoi tu fais ce que tu fais, tu peux laisser tomber. Tu peux dire, en fait, laisse Eliana Chikullo, etc. Bon, voilà. Donc, il y a un côté résilient. Parce qu'on est dans un truc naissant qui est en train de se faire et que c'est aussi cool, tu vois, d'être dans un truc qui est en train de se construire. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Ça veut dire aussi des opportunités. Ça veut dire que je suis là devant vous à parler de ça. Donc, il y a toujours les deux côtés. Il faut prendre les deux, quoi. Ouais. Ok. هضرتي على المغرب على le fait que du coup tu vois un peu une sorte de mini vague naissante de personnes qui souhaitent investir, qui souhaitent entreprendre d'abord, des porteurs de projets qui ont toujours existé mais qui peut-être sont cachés ou on les voit pas nécessairement. Toi, tu penses, genre, si tu avais un message à dire à ces personnes-là, et même par rapport à ta plateforme à toi, comment tu les vois un peu évoluer et comment tu vois un peu ta plateforme véhiculer un peu le développement de l'entrepreneuriat et des projets en général au Maroc? Ouais. Écoute, effectivement, moi c'est un constat que je fais depuis quelques années. Je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience, potentiellement avec le Covid qui a accéléré les choses, on n'a pas besoin forcément de faire des choix par défaut, et des fois c'est bien de suivre un peu sa volonté, son intime conviction ou sa vocation.
Et moi, je trouve que ça, c'est super. Vraiment, c'est une petite révolution qui est en train de se faire dans le Maghreb. Je trouve ça génial. Je pense qu'on a tous baigné dans des familles où l'éducation, c'est super important. Donc, il y avait une espèce de mimétisme qu'on fait tous et qui nous éloigne un peu de nos vocations, de ce qu'on... Et au final, en fait, tu te rends compte que quand tu suis un peu ce que tu aimes, et tu essaies de réaliser ta vocation, en fait, tu le fais avec beaucoup plus de conviction et tu le fais probablement mieux. Et donc, ça fait beaucoup de bien pour toi-même et pour les gens qui t'entourent et pour la société. Et je pense que ça, c'est quelque chose à cultiver davantage. Le deuxième point, et ça, moi, c'est vraiment une réflexion que je mène depuis un certain temps, c'est qu'aujourd'hui, au Maghreb, il y a un vrai sujet, c'est vraiment la fuite des cerveaux et de la jeunesse. Et je trouve que ça, c'est un vrai problème qui n'est pas assez pris en compte. Ouais, aujourd'hui, je pense qu'on se satisfait beaucoup des gens qui habitent en France, aux États-Unis ou à l'étranger, c'est comme ça. Et on en est même fiers parce que du coup, ça nous fait une diaspora, donc des ambassadeurs, donc des transferts, etc. Mais je pense qu'en fait, le problème il est beaucoup plus gros que ça. Aujourd'hui, le Maghreb, en termes de taille de diaspora relative, c'est un des premiers pays dans le monde. C'est-à-dire en termes de taille de la diaspora par rapport à la population marocaine, c'est énorme, 6 millions. Et en fait, il ne faut pas s'arrêter sur les transferts, etc. Je pense que d'abord, ça veut dire une fuite des cerveaux et des talents qui, au lieu de bosser dans des boîtes marocaines au Maroc pour faire avancer les choses, bossent à l'étranger pour des boîtes étrangères. Et ils réussissent et ça nous fait de la fierté, etc. Mais en fait, ça ne nous fait pas du tout avancer. Et aujourd'hui, les gens, ils sont dans un discours défaitiste de ces gens-là, ils ne vont jamais revenir. C'est un mythe de vouloir les faire revenir. Et en fait, ce discours, tout ce qu'il amène, c'est encore plus d'inaction, encore plus de passivité. Et finalement, il y a encore plus de gens qui partent, encore plus de médecins qui partent. Et moi, je pense que au stade où se trouve le Maroc aujourd'hui, un pays en développement, avec vraiment une accélération de tellement de choses pour essayer de rattraper un retard par rapport je pense qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. Justement, on a besoin que les gens restent, qui mettent à profit leur expertise, leur expérience, leur talent au Maroc. Et le truc de, oui, on va travailler en synergie avec les gens à l'étranger, etc., ce truc-là, il a ses limites. Je ne vais pas dire que c'est du bullshit, mais ça peut marcher dans une certaine mesure, dans un certain contexte, avec dans certains secteurs. En réalité, moi je pense que clairement le Maghreb, il devrait clairement prendre en compte ce sujet-là et faire tout pour faire revenir les gens et les incentiver à revenir. Je pense que ça, c'est des choses que beaucoup d'autres pays ont fait en Europe, à l'étranger. Ça fonctionne. Et moi, je pense que ça pourrait également fonctionner dans le Maghreb. Donc, moi, c'est ce sujet de la diaspora, des gens que je constate, etc., qui essaient de faire des choses en connexion avec le Maghreb. Je pense que ça peut faire un appel d'air pour les décideurs politiques, pour les entreprises, etc., pour essayer vraiment de mettre une stratégie en place avec des vrais leviers actionnés. Comment faire revenir ces gens-là ? Il y a des tonnes de générations, des décennies de gens qui ont fait des super études dans 36 milliards de secteurs. Et on pense au début que les attaches personnelles suffisent. Et en réalité, on sait très bien que ça se délite au bout du temps. Au début, on revient tous les 3 mois. Et finalement, c'est tous les 6 mois. Et finalement, on se rend compte que le billet d'avion il coûte 600 €. En fait, on ne va pas revenir cet été. Et finalement, on fait une famille, etc. Et notre vie, elle est ailleurs. Et après, le Maghreb, ça devient un pays de souvenirs et d'enfance. C'est pas ce qu'on veut pour le Maghreb. On n'est pas une nation molle pour se suffire de ce statut-là. On a envie que les gens qui partent reviennent. C'est ça la réalité. Moi, c'est vraiment ma conviction. C'est un sujet pour Kiwi Collect. Genre le fait d'être un bridge en quelque sorte entre à la rigueur la diaspora marocaine dans le monde et des projets marocains qui pourront être mis sur la plateforme. Genre est-ce que par exemple la diaspora marocaine, je sais pas si genre la loi en tout cas qui est passée stipule ça, mais est-ce que par exemple la diaspora marocaine pourrait investir et mettre de l'argent dans la plateforme de crowdfunding pour des projets marocains? Ouais, bien sûr. Non, tu as totalement raison. C'est clairement un pilier du développement futur du crowdfunding au Maroc. Aujourd'hui, les quelques tentatives qui ont été faites, on s'est rendu compte que c'était principalement l'initiative de la diaspora, parce que c'est eux qui connaissent la solution, qui ont l'habitude de payer sur des plateformes et qui ont du pouvoir d'achat. Les quelques campagnes aujourd'hui qui sont menées par quelques acteurs au Maroc, des associations, etc., ils les mettent sur des plateformes américaines. Et en fait, c'est plutôt de la diaspora qui participe. Par ailleurs, ils ont plus de facilité à payer des dollars ou des euros. Mais il est clair que, en tout cas, pour Kiwi Collect, on pense que clairement, ça va se développer aussi en targetant ces gens-là. D'accord. Et je pense que oui, c'est des gens qui ont des fortes attaches avec le Maghreb, qui veulent faire des choses. Aujourd'hui, ça se fait déjà pas mal.
dans le milieu rural, creusement de puits, etc., Ouais. et dans les convois de matériel médical, etc. Ouais, c'est vrai. C'est des gens qui font beaucoup de choses, mais encore une fois, de manière relativement déstructurée. Je pense que le crowdfunding peut être un canal efficace pour centraliser et donner encore plus de poids à ces actions-là. Donc effectivement, la diaspora, je pense qu'elle peut avoir un très grand rôle dans le développement du crowdfunding au Maroc. On sait que Kiwi Collect, ça vient de commencer. Ça a débuté, je crois, en septembre 2022 avec Oula. Moi, je veux un peu me concentrer sur ce qui est un peu personnel et équilibre un peu entre start-up et vie personnelle. Ouais. Je veux savoir que Ashman, il arrive à trouver un équilibre, sachant que sa start-up elle vient de commencer, tu viens de fonder, tu es en train de bosser dur pour ça. Même j'imagine qu'il y a beaucoup de paperasse avec c'est ça. toutes les lois. Etc. Voilà. Mais est-ce que tu arrives à avoir un équilibre chouïa Après, tu vas me dire que tu as fait du M&A pendant 10 ans, peut-être que là c'est un peu plus... Ouais, Ouais, c'est vrai. en l'occurrence, je travaille beaucoup moins Ouais. qu'avant. Moi, M&A, c'est les M&M's. M&M's. Non mais il faisait du ECM, c'est... J'ai fait les deux. Ouais. Effectivement, c'était des semaines de 70 heures. Donc, en l'occurrence, moi, c'est pas quelque chose que j'ignore. Ouais. J'ai vécu avec ça pendant longtemps. Donc, travailler dur, c'est pas un problème. Pour beaucoup de gens, c'est plus un Ouais. problème en l'occurrence. Ouais. Donc, ça, c'est pas, y a rien de spécial là-dessus. Genre, juste, moi j'ai des amis, ils font ça, ils ont des rides et tout. Toi en vrai, tu vois que là, les jeunes. لو راك دير شي حاجه فقول لنا كنجري ريت قارش مبارك الستارت اب اللي كيجي كيقول لك انا كنجري Ouais. Bon, là, je vais pas avoir le discours de l'entrepreneur qui court, etc. Ah ouais. Mais par ailleurs, je cours. Ça, c'est voilà, à Ok. côté. Non, ouais, effectivement, il y a le côté équilibre vie pro, vie perso. Je pense qu'il y a vraiment encore une fois une prise de conscience là-dessus. Je pense que beaucoup de gens maintenant, ils accordent beaucoup d'importance à ça. Moi, à l'époque, quand j'avais commencé, je voulais juste travailler en banque, etc. Je m'en foutais de l'équilibre vie perso, vie pro. Et moi, c'est venu avec vraiment la vie de famille. Moi, j'ai 2 enfants. Et donc, quand j'ai ma première fille, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Ouais. Et en fait, j'étais en banque et je me rappelle, et il y avait des collègues autour de moi, pour la petite histoire, et ils étaient là à 22h, 23h, minuit. Bon, moi, j'étais là, mais normal, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais eux, je me disais, mais pourquoi ils sont là? Parce qu'ils étaient plus seniors, ils avaient des enfants, etc. Ils disaient, mais du coup, mais c'est quand que vous voyez vos enfants? Enfin, comment ça marche votre vie? Et ils disaient, non, on va aller voir les week-ends. En général, nous, c'est le week-end. Et moi, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette vie? Ouais. Ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, c'est pas audible de dire ça, en fait. Ils gagnaient très bien leur vie, etc. Mais il se suffisait de ce truc de il va aller voir le week-end. Et en fait, c'est là où ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ben non, en fait, moi, je peux pas dire ça. Si je reste là-dedans, je vais devenir aigri. Un jour, je vais dire ça aussi. Parce qu'en fait, ces gens-là, en général, ils sont normaux, équilibrés. Et petit à petit, bah, ils intègrent ce truc-là, ils l'acceptent. Et donc, en fait, moi, quand j'ai compris ça, j'avais commencé peut-être 2 ans avant. Je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi. Moi, je peux pas faire ça. Et donc, finalement, j'ai un peu orienté ma carrière pour concilier mes deux envies, faire une carrière et bien bosser, et quand même avoir une vie de famille normale. Et donc, je suis passé du M&A, on bossait énormément, on faisait des nuits blanches, etc. En plus, à l'époque, c'était vraiment c'était un délire. Vers l'ECM, Ouais. qui est plus à marché-action. Donc, on n'était pas calqué sur les horaires de marché, mais on va dire que c'était quand même plus équilibré, c'était Ouais. plus décent. Et ensuite, je me suis rendu compte que je bossais quand même beaucoup, et je suis passé vers un autre métier qui est la syndication action, qui est vraiment dans la salle de marché. Ok. Et là, on avait des horaires encore plus normaux. Et il y avait un intérêt de changer, de voir autre chose, mais il y avait quand même toujours un sous-jacent si j'améliorais un peu mieux ma qualité de vie. Donc, Anna, ce truc-là, je l'ai depuis toujours. Ouais. Sinon, je pense que je serais toujours en M&A 10 ans plus tard, Ouais. à faire des nuits, etc. La vérité, ça m'intéresse pas beaucoup. Et je pense que l'argent qu'on gagne ne suffit pas en fait à compenser le temps qu'on perd là-dedans. Je pense que si on voit le taux horaire, Et c'est je pense pas... qu'en taux horaire, je pense que ça vaut pas McDo. C'est un peu réducteur de dire ça, mais la vérité, c'est que c'est des gens qui passent beaucoup de temps probablement à faire des choses qui sont pas très utiles par ailleurs. C'est juste une culture qui est en train de changer d'ailleurs, et d'ailleurs l'industrie bancaire de manière générale n'attire plus beaucoup de monde. Enfin maintenant, si tu regardes dans les écoles de commerce, les écoles d'ingé, c'est devenu un peu un truc de niche, les gens qui vont en banque, tellement il y a de concurrence avec le conseil, avec le monde des startups, avec la tech, etc. Ouais. Donc je pense que voilà... Après, on a toujours. Hein. Après la banque, c'est un truc assez lent en termes de prise de conscience et d'update, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'industries qui vont beaucoup plus vite que... Et voilà, comme c'est des gens relativement conservateurs, bah, ils mettent du temps à s'adapter, à faire des nouvelles méthodes de travail, etc.
Bon, moi, tout ça, moi, j'ai entre guillemets mis entre parenthèses parce que je m'intéresse à autre chose aujourd'hui. Ouais. Je crache pas du tout dans la soupe Je par sais. ailleurs. Clairement, l'idée, c'est pas de dire que c'est pas bien. Moi, vraiment, si j'en suis là, c'est aussi parce que j'ai fait ça. Et j'en Et suis même, très, je pense très que content. tu as une vision avec Kiwi Colette qui reste de l'investissement finalement. Genre, tu vois, dans le crowdfunding, il y a le mot funding. Donc, tu as eu quand même de l'expérience finalement dans tout ce domaine-là, de l'investissement, de transactions, etc. Ouais, écoute, à une petite échelle, Ouais. pourquoi pas, c'est de la levée de fonds. Après, oui, effectivement, je pense que avant c'était des clients corporate, etc. Normal. Aujourd'hui, c'est des porteurs de projets. Avant, c'est des investisseurs. Aujourd'hui, c'est des contributeurs. Mais oui, il y a un petit parallèle à faire. Surtout, tout sert. Je dis pas que ça sert à rien, mais aujourd'hui, je pense que moi, je suis plus à ma place à faire ce que je fais, parce que je pense que j'ai plus de choses à apporter et que j'ai beaucoup plus d'impact à faire ça. Yes. Tu veux dire un Yes. truc ou- Euh, Vas-y. on va passer un peu sur la partie. Désolé, le micro il bug un peu. Sur la partie genre Maroc, même si on a déjà parlé pas mal. T'es parti au JTEX. Tu t'as parlé un peu de toi, des entrepreneurs que tu commences à voir, etc. Pour toi, c'est quoi un peu les next steps que le Maroc devrait prendre, notamment que ce soit dans l'aspect réglementaire ou même l'aspect genre ressources, création de fonds je sais pas, de venture capital ou création d'incubateurs, accélérateurs, etc. C'est quoi pour toi les next steps pour faire en sorte d'aller au palier suivant et finalement, tu en as parlé tout à l'heure encore une fois, atteindre le niveau un peu des hubs en Afrique, style Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, Tunisie. Ouais, bon, déjà, je mettrai pas la Tunisie Ouais. dans le paquet. Ouais. Je les mettrais plus avec nous. Ouais. Mais effectivement, je pense Je que suis je suis marocain-tunisien, c'est pour ça que j'ai dit Tunisie. En termes de quoi? Parce que en termes de levée, il y en a en termes Bah, de... réglementairement parlant, ils ont des choses qu'on n'a pas malheureusement au Maroc, genre style le Startup Act, etc., qui font en sorte que t'es, je sais pas Mais moi. ils sont à 100 millions de levées. Oui, effectivement. 2022. Mais je pense que si tu as regardé, il y a une concentration sur quelques acteurs. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ouais. C'est quand même pas un écosystème équivalent à ce que tu peux retrouver au Nigeria, au Kenya, en Ouais. Égypte. Je pense qu'il y a ces trois-là. Et puis derrière, potentiellement, la Tunisie et puis le Maghreb de manière générale. Mais soit, Ouais. c'est pas le sujet. Puis bon, de toute façon, si t'es tunisien, c'est toi qui as raison. Il y a zéro débat là-dessus. Non, je pense effectivement, comme on l'a dit, que on a accusé du retard en termes de proportion de ce que représente le Maroc en Afrique, pardon. Clairement, on représente que dalle en termes d'écosystème start-up et d'entrepreneuriat et de start-up qui commencent à avoir pignon sur eux et qui ont vraiment une activité qui fonctionne. Moi, tu vois, je vais te faire un petit pas à côté pour répondre à ta question. Ouais. Une manière un peu singulière de dire la chose. Aujourd'hui, moi, quand je lis les réseaux sociaux, quand je regarde dans la presse, etc., je vois beaucoup les gens parler de licorne. Ouais. Les gens, ils attendent la licorne, ils veulent la adorent. licorne C'est le rêve. marocaine. C'est quand la C'est quand licorne? la licorne. C'est qui la licorne, etc. Moi, je trouve que ça, c'est débile. Ouais. C'est tellement débile de dire ça. Et en fait, ça reflète quelque part l'état d'esprit de beaucoup de gens qui se suffisent des effets d'annonce et qui veulent alimenter un espèce d'ego. Ouais. Je pense que si c'est Une ça espèce de l'objectif. compétition aussi. Il y en a qui- Parce que voilà, il y a un côté vitrine. Ouais. Et ça se comprend dans une certaine mesure. Mais le problème, c'est que si c'est ça l'objectif de le Maghreb et qu'on canalise les efforts vers ce genre d'objectif, on se trompe. Ouais. Parce que c'est pas un objectif. C'est T'as pas des une fin en licornes soi, qui la sont pas licorne. rentables aujourd'hui. hein. La licorne, c'est un truc un peu dépassé déjà. La licorne, c'est quelque chose dont on parle quand on est en France et qu'on a une certaine maturité, etc., pour fixer un nombre de licornes, etc. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc on ne doit pas avoir ce type de discussion. Et si, enfin pour moi, c'est comme, tu vois, on a parlé de Jara, parce que quand j'ai Ouais. c'est pour te faire un petit parallèle très rapide, c'est comme si demain, moi j'ai jamais couru de ma vie, et je me dis, bon, je commence à faire un jogging, là, ça me ferait du bien, et 2 jours plus tard, je te dis, moi je vais faire le marathon en 3 heures. Ça n'a aucun sens. En fait, l'objectif n'est pas adéquat, Ouais. donc la préparation ne sera pas adéquate, et par ailleurs, c'est tellement pas réaliste que tu vas laisser tomber au bout de 3 jours. Donc en fait, ne pas se fixer le bon objectif, c'est finalement desservir ta cause. Nous, c'est quoi notre cause aujourd'hui, au Maghreb? C'est de faire naître un tissu entrepreneurial au Maghreb. En fait, c'est de cultiver l'esprit d'initiative. Ouais. C'est vraiment ça le sujet. Ouais. C'est de la prise d'initiative. C'est même pas de l'entrepreneuriat. Bah, les mentalités d'abord, voilà. Genre, Et ça, c'est quoi exactement? C'est de la mentalité, c'est ne pas attendre que l'État t'embauche, c'est pas attendre que les grands corporates fassent tout le travail. C'est ça le sujet. Donc c'est un sujet culturel, c'est un sujet d'écosystème pour que toutes les conditions soient réunies pour permettre à la volonté de se déployer. Aujourd'hui, on le voit à travers tellement de choses, encore récemment, on entend beaucoup de choses là-dessus.
Si on devait uniquement se restreindre sur cette histoire de c'est quand qu'on aura une licorne, parce que c'est obligé d'avoir une licorne, parce que l'Unirail a je sais pas combien de licornes, etc. En fait, on n'a juste pas compris le sujet. Le sujet, c'est de la création d'emplois. Ouais. Le sujet, c'est de faire des entreprises qui fonctionnent et qui créent des richesses, et d'avoir un tissu économique qui soit dense. Et si derrière, en fait, dans le tas, il y a une licorne qui sort, c'est très bien, on est content, ça nous fait de la pub, et ça fait du marketing. C'est plutôt une implication qu'un objectif. C'est juste faut... Donc, je pense que de manière très humble, aujourd'hui, si on devait penser à qu'est-ce qu'il nous faut pour faire naître l'écosystème startup au Maroc, c'est d'arrêter de parler de licorne, c'est d'arrêter d'avoir cette espèce d'égocentrisme et de volonté de compete avec les gens en fait qui sont très très loin devant, et plutôt de se concentrer sur nous-mêmes et sur ce dont on a besoin, c'est-à-dire accompagner notre jeunesse, essayer d'accompagner les très très bonnes idées comme celles qui sont à échelle plus réduite mais qui peuvent aussi créer de la valeur et de l'impact dans une échelle plus réduite. Maintenant voilà, si je te réponds de manière un peu plus concrète, une fenêtre pour répondre à cette question, c'est de voir le sujet fintech. Ouais. Moi, c'est le sujet qui m'intéresse. La fintech, elle a du mal à émerger au Maghreb, et pourtant la fintech, probablement que c'est un des plus gros créneaux des startups en Afrique. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a tout un tas de raisons. Si on devait aujourd'hui citer 3 grands éléments qu'on devrait améliorer pour que ça émerge, un, sur le plan réglementaire, il faut que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Encore, on l'a dit, entre la loi et la mise en application, il s'est passé plus de 2 ans. Il n'y a toujours pas de plateforme de crowdfunding live. C'est quand même un petit sujet. Ouais. Alors c'est normal, parce qu'on commence quelque chose, mais ça veut dire quand même qu'on pourrait accélérer et qu'on pourrait faire mieux. Il y a un deuxième sujet qui est le sujet du rapprochement entre les banques et les startups. Et en général, les grands corporates et les startups. Il ne faut pas attendre JTEX pour qu'il y ait une espèce de synergie qu'on va créer entre les deux. Il faut que ce soit un dialogue continu. Ouais. Et ça, c'est super important. Il n'y aura pas de startup si les corporates ne s'y intéressent pas et ne pensent pas que ça a de la valeur pour elles. Ouais. Voilà, bon, après, il y a le cash. Bon, le Maghreb, c'est un vrai sujet. Et là, c'est très, très compliqué. Il y a beaucoup de choses. C'est un truc qui vous touche aussi, le fait, là, genre, le problème des fintech, finalement, le fait que NES, ils ont genre le flou par carte bancaire ou virement bancaire ou j'en sais rien et pas en cash. C'est un sujet pour qui, genre, comment vous allez faire pour démocratiser le crowdfunding film Maghreb, et même genre c'est un mot que j'aime pas utiliser, mais genre éduquer les gens à l'utilisation de ce type de plateforme et de payer par carte, etc. sur la plateforme. Ouais. Et est-ce qu'on peut juste intégrer une notion de la question زعما كتخدموا مع بنك المغرب واش نقدروا ندخلوا في هذا الانسايت هذا كيفاش بنك المغرب كتعامل معكم شنو باغيين نطوروا الفينتك في المغرب لا انت لا بغيتش كاع هذا parlons bien. T'as bien raison effectivement on bosse beaucoup avec Banque Maghreb. Pour le coup Banque Maghreb c'est des gens qui veulent que ça fonctionne. Pour être très très honnête, c'est Louali, il est très très conscient de ces choses-là. C'est quelqu'un qui est très très qui est très respecté, qui est très réputé et qui a compris les enjeux de le Maghreb, en tout cas sur ces sujets de fintech. Et donc en l'occurrence, Banque du Maghreb, je pense qu'ils font leur travail. Aujourd'hui, c'est eux qui sont désignés pour donner les agréments pour le crowdfunding, pour la partie prêt et don. Donc là, on dépend d'eux, puisque là, on va faire du don pour commencer. Et donc, effectivement, on échange beaucoup avec eux. Après, oui, effectivement, je ne te cache pas qu'on a mis du temps pour, entre guillemets, gagner une crédibilité et qu'ils comprennent qu'on peut clairement contribuer à la promotion de ce sujet au Maroc. Aujourd'hui, ils nous en remercient. Ils savent qu'on fait un travail qui va bénéficier à Kiwi, mais qui va bénéficier à tous les acteurs qui arrivent, parce que quelque part, c'est de la création d'écosystèmes, en fait, dont on parle. En fait, on s'en fout des acteurs individuellement. Ce qui compte pour Banque le Maghreb, c'est créer un espèce d'écosystème qui est favorable. Ensuite, le deuxième point, effectivement, comment on va faire pour travailler sur le sujet du crowdfunding, convaincre les gens, etc. C'est un vrai sujet. Et en fait, ça englobe un sujet un peu plus large, qui est le sujet de la confiance. Le Maghreb, c'est très difficile de construire la confiance. C'est difficile. Enfin, je sais pas si tu fais un sondage autour de toi, tes parents, etc. Enfin, moi, tu vois, j'ai fait ce sondage-là. Très peu de personnes paient par carte bancaire en ligne. Alors que pour nous, c'est évident. Enfin, je dirais, moi, mon père, s'il a voilà, on est d'accord. On parle de gens qui sont éduqués, etc. Enfin, tu vois, donc qui sont pas tellement représentatifs d'ailleurs de vraiment la population marocaine dans son ensemble. Donc, je pense que vraiment, il y a un vrai sujet de confiance. Comment est-ce qu'on peut construire de la confiance?
il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes en tant qu'opérateurs et assumer cette responsabilité. Et moi, clairement, il y a beaucoup de gens qui me disent ça fait plus d'1 an que tu travailles sur ce sujet, tu t'épuises à faire ça. En fait, tu vas faire le travail pour les autres parce que toi, tu démarres, forcément, tu prends tous les bâtons et derrière, tu facilites peut-être. Ouais. Mais moi, je suis ravi de faire ça, il n'y a aucun problème parce que moi, je suis convaincu par ce sujet et j'espère que je durerai dans le temps. Mais pour aucune raison, je prendrai cet argument pour arrêter ce que je suis en train de faire. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis convaincu, je le fais de manière très spontanée. Je pense que, à titre collectif, si on est plus nombreux, c'est mieux. Et moi, je suis toujours très ravi d'entendre qu'il y a des initiatives, il y a des gens qui pensent à ce sujet-là, qui veulent monter des plateformes. Parce qu'en fait, on sera plus nombreux à faire ce travail d'éducation, d'évangélisation, parce que c'est vraiment le terme. Il n'y a pas vraiment de concurrence. En fait, le marché, il est à créer. Donc, plus on est nombreux, mieux c'est, plus on est équipé, etc. Plus on presse aussi le système. S'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a un marché aussi. Exactement. Et ça veut dire qu'il y a un marché, on valide quelque part le besoin. Le deuxième point, et moi, ça, je l'ai déjà dit beaucoup avec les gens qui ont travaillé, qui sont concernés par le sujet, la force publique, les ministères, finances, Banque du Maghreb en tant que régulateur, le côté privé aussi, les banques, etc. Parce qu'on bosse avec beaucoup de gens dans le cadre de ce sujet-là. Il faut qu'il y ait une ambition d'éduquer le marché sur un plan national. Aujourd'hui, si on se repose essentiellement sur les opérateurs, ça va pas donner grand-chose. Et là, parce que là, on est de petite taille. Il faut comprendre que les gens qui vont faire du crowdfunding, c'est pas les banques, c'est pas leur vocation de faire du crowdfunding. Ils sont intéressés par ce sujet parce que c'est de l'innovation financière, c'est de l'innovation sociale, etc. Mais leur ADN n'est pas de développer des solutions de ce type. Donc, à partir du moment où on a compris ça, ça veut dire que si on compte sur les opérateurs pour faire ça, ça va rester à une échelle très très réduite entre gens qui connaissent ça avec une espèce de côté technocratique, etc. Bon, tu vois, en réalité, les gens ils s'en foutent de la loi 15-18, ils en ont pas entendu parler, ils savent pas ce que c'est. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment leur parler de ça à la radio, à la télé, faire une vraie campagne nationale. Si le régulateur, la force publique décide de mettre des moyens pour favoriser l'inclusion financière, aujourd'hui ils le font beaucoup pour le mobile payment qui a du mal à émerger, malgré tout l'investissement d'ailleurs qui a été mis par ailleurs dessus. Si on a une ambition similaire sur le crowdfunding, qui par ailleurs ne va pas coûter aussi cher, mais peut donner des bons résultats, je pense que ça peut donner quelque chose. Mais si le régulateur et la force publique se contentent de ce rôle régulatoire et de législation et n'a pas plus d'ambition dans le déploiement de cette solution d'un point de vue éducation et évangélisation, ça va rien donner. Ouais. Donc moi ce que je dis, c'est que là on va faire notre travail, mais il faut clairement qu'il soit soutenu par le travail de la force publique. Un mouvement, quoi. Exactement. Ouais. Appel à M. Géographie. Il faut moderniser. Tu lui as déjà parlé? Non. Tu as l'air de le connaître. Non. Je laisse parler. J'ai vu sur YouTube comment il parle. Chaque an, il fait un bilan, je crois. C'est ça. Il fait plusieurs vidéos. C'est une vraie pointure et on a une chance d'avoir. Et comme tu as dit là, il veut vraiment moderniser. Et moi, quand il parle, et il a parlé des cryptos, il a parlé il a soulevé tellement de sujets fintech dans ce moment. Donc, les choses vont dans le bon sens, j'ai l'impression. Et juste pour clôturer là-dessus, ils font un gros travail sur l'inclusion financière, qui est un gros sujet dans le Maghreb. L'inclusion financière, c'est quoi? C'est tous les gens qui sont exclus aujourd'hui du système classique. On veut les inclure d'une manière ou d'une autre. Genre en mode qui n'ont pas de compte bancaire? Qui n'ont pas de compte bancaire, qui ont un compte mais qui ne l'utilisent pas du tout. Okay. Y a une manière de calculer le taux d'exclusion financière. Aujourd'hui, il est énorme, mais il a tendance à régresser avec tout un tas de mesures qui sont prises par le Maghreb. En l'occurrence, on est un modèle en la matière par rapport à d'autres pays comparables. Le mobile payment rentre dans cette stratégie, le crowdfunding rentre dans cette stratégie. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a une vision. Il y a plein de moyens qui sont mis là-dedans. Il y a un paquet d'argent qui est mis dans la stratégie d'inclusion financière, des prêts de la Banque mondiale, etc. Donc il y a beaucoup de thunes qui est mis là-dedans. Donc aujourd'hui, voilà, on a une espèce de vision, on a une volonté. Maintenant, voilà, il ne faut pas se suffire de l'effet d'annonce. Il faut vraiment concrètement aider les gens qui peuvent contribuer à leur échelle à cette grande cause qui est l'inclusion financière. Et je pense que nous, on peut aider sur ce sujet-là à travers la brique crowdfunding. Ok. Je pense que tu as très bien clôturé le troisième milestone en quelque sorte à l'El Maghreb. Merci. Pour finir, à chaque fois avec chacun de nos invités, on fait un petit jeu. Normalement, il dure 60 secondes. À chaque fois, je le dis. À chaque fois, on le respecte pas. Mais donc, du coup, c'est un jeu dans lequel. Mais tu le redis. Ouais, exactement. Faut toujours le rappeler. L'espoir fait vivre. Exactement. À tout moment, il continue à dire fait de la vidéo et dit ou la dernière. On doit lui dire, tu vois. Genre, il y a pas moyen.
60 secondes, question oui ou non, ou là, choix entre deux choix, etc. Et le but. خلعتيني دابا. شي. لا ما كاينش En plus- ولا en plus- خسر شي لي بون لا كنضحك En plus, هذا راه المقدم ديال المغرب هذا راه. لا مش عارف الجواب كنا كنضحكوا ما كاينش هادشي On parle après. J'ai besoin de toi. Si tu veux rentrer dans le projet. Dans tous les cas, alors, le projet ديالنا va être dans votre plateforme. لا حنا دايرين يدينا في هذا المشكل ان شاء الله. Donc du coup, on commence. Si maintenant tu avais le choix de tout refaire à zéro, aurais-tu créé ta startup dans un autre pays que le Maroc? Probablement. Je peux développer ou là il faut se contenter du probablement. Développe. ouais. Ouais. Non, Développe. moi, Non, je je pense que sors c'est vite fait, intéressant Non, non, probablement. Je pense que clairement il y a des pays où c'est plus facile d'entreprendre. Ouais. Clairement, il faut être réaliste. Aujourd'hui, le Maghreb, c'est pas le pays le plus simple pour entreprendre pour plein de raisons. On en a cité quelques-unes. Ouais. Maintenant, moi je suis marocain, je suis très fier de l'être. Ça fait 15 ans que je suis parti. J'ai qu'une idée, c'est de rentrer et de contribuer. Donc personne va m'enlever ça. Maintenant, voilà, avec ce contexte, avec ce passé que j'ai, moi je peux dire que j'ai un amour indéfectible pour le pays. J'ai envie de faire des choses. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour ça. Donc voilà. Mais maintenant, de manière très réaliste, il y a beaucoup de marchés où c'est beaucoup plus simple de démarrer parce qu'un écosystème existe, parce que le marché est plus gros, parce que réglementairement c'est beaucoup plus simple. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le package, comme on dit. Le package, il faut prendre le package, exactement. Le package Mais voilà, c'est tes valeurs et ton amour envers le pays, les Mogadiscio. C'est puissant ça, hein, tu sais. C'est très puissant pour avancer dans la vie. Voilà. Il y a les plus, les moins, le rationnel, et puis il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ouais. Et je pense que, mine de rien, le Maghreb, ils ont des fortes attaches avec le Maghreb, même quand ils sont partis pendant longtemps, etc. Tu te dis, bon, il y a peut-être un point commun, il y a quelque chose. Yes. خدمة في المغرب ولا خدمة في فرنسا؟ أنا ما عمري ما خدمتش في المغرب, donc je peux pas parler de ça. ok. J'ai bossé qu'en France. Yes. La vérité, moi, Français, ils m'ont beaucoup apporté. Ouais. J'aime beaucoup ce pays aussi. J'ai un grand amour pour France. Aujourd'hui, petit aparté par ailleurs, j'en profite de cette tribune pour dire également, il y a une espèce de petit rejet là de français qui est en train d'être développé par beaucoup de gens dans le Maghreb. J'ai entendu beaucoup de choses. Ils vont rentrer l'anglais dans le système scolaire, ça va remplacer le français, etc. Ouais. Moi, je suis très très mal à l'aise en fait avec ce sentiment qui est en train d'être cultivé au Maroc. On en est fier un peu. Moi, j'ai fait un sondage pour la finale de la Coupe du Monde France-Argentine. J'ai demandé à peut-être 100 personnes. Je pense qu'il y en a 95 qui m'ont dit Argentine. Ça m'a choqué, pour être très très honnête. Bien sûr, c'est très compliqué, il y a l'histoire, il y a tellement de choses. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment être pas dans une culture de rejet. Je pense que ça fait partie de notre identité. Si on est en France, c'est pour une raison. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire dans ce pays qui est quand même un modèle en la matière dans le monde. Bien sûr qu'il ne faut pas renoncer à voir ailleurs. Il y a tellement de bonnes choses à prendre chez les anglo-saxons, chez les asiatiques, c'est je ne sais qui. Français, ça reste quand même français. Et je pense qu'il faut rester très très inclusif et très équilibré dans les discours qu'on peut avoir vis-à-vis de ce type de sujet. On est totalement d'accord. Très beau message. Semi-marathon في باريس ولا semi-marathon في Casablanca? Alors, semi-marathon, là, en Bretagne, en août. Ok. Cancale Saint-Malo, on se prépare sérieusement. Ouais. Derrière, il y a un 20 km de Paris en octobre. Ah ouais. Ça va être super. Il y a un petit programme là. Ça, c'est visiter la plus belle ville du monde en courant, c'est quelque chose. Et en février, il y a le semi avec lequel j'ai commencé la course à pied en Italie, qui est un pays de cœur. Ah ouais, okay. J'y vais très très souvent. On fait vraiment genre un peu partout. Donc dans effectivement, j'ai mon petit programme. Tu l'as déjà fait à Casablanca? Casa jamais. Ok. Bah, il est bien aussi. C'est pas pollué. J'ai une petite appréhension par rapport à ça. شنو اللي pollué? Genre pollué. Casa. Casa non, je crois pas. Enfin, ça se fait bien. Ça se fait très bien. Ça se fait très bien. À prévoir. Yes. نديروها ensemble. هذاك الشيء كنت غنقول. سمعت لي طبيب شي معاك انا نجري. فاني صبر ديالك. انا كنموش على الجرا والله. تجري بحفيان. لا تجي في الصغر coureur de fond ou la sprinter? 5000, 10 000. D'accord. Ouais, donc coureur de fond. Non, mais plutôt, c'est de la vitesse. C'est de la vitesse. 5000, 10 000, tu te poses pas de questions. J'essaie d'avoir un petit record dans ça. Mais voilà, j'essaie de courir, de finir ça assez vite. Voilà. On pourrait. Ouais, c'est عيد اشتري. On pourrait faire des sorties ensemble. معك انا والله نري والله شنو باغي ندير انا كنتسنى. Tu viens avec moi en Bretagne? وقيلا غنمشيو. المهم من بعد فاش غندوي على الجوهري وندوزو للعيبه. كراود فاندينغ ولا برايفت فاينانسينغ؟ Non, crowdfunding, clairement. La force de la foule, c'est quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, au Maghreb, encore une fois, on a une force collective
clairement. Et là, en fait, vraiment l'ambition, c'est d'être un régulateur de cette force collective. Aujourd'hui, on est nombreux à faire beaucoup d'actions, chacun de son côté. C'est relativement anarchique. Si on mettait tout en commun, ça ferait une vraie force collective intelligente. JTEX ou la Vivatech? JTEX. Dima JTEX, encore une fois, bravo pour l'équipe, bravo pour le ministère. C'était super, il faisait chaud, Marrakech quand même, il faut le dire. Mais la vérité, on est très très fiers d'être participants. On était, je pense, le petit poussé du JTEX. Ouais. Et c'est un très... Je pense qu'il y en avait pas mal. C'est un très bon statut. J'ai vu qu'il y avait 900 startups. Oui, mais là, on n'était même pas lancé. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des petits startups qui démarrent, etc. Nous, on n'a pas lancé, on y était. On préfère voilà, ce côté petit poussé, en toute humilité. J'aime bien le côté petit. C'est zéro pression, c'est que du bénéfice pour nous. Inch'Allah, j'espère qu'on sera invité pour l'année prochaine. C'est un appel. S'ils reproduisent le Morocco 100, j'espère qu'on sera dedans encore. On a بغينا نكونوا host في جيتكس خصوينا ولوطيل لوطيل فيه بيسين وداك بوفي. Crois-tu que le crowdfunding peut apporter une réelle valeur ajoutée à la société? Bon, bien sûr, peut-être c'est une conclusion, mais effectivement, j'y crois à fond. Grand oui. Ça a marché, ça a cartonné ailleurs. Le Maghreb n'est pas... Il y a souvent des gens qui te disent « Ouais, le Maghreb, mec, le Maghreb, c'est spécial, c'est pas la même chose, etc. » Non, je pense qu'il n'y a pas de spécificité particulière là-dessus. Le Maghreb est comme tous les autres pays. Si ça fonctionne ailleurs, ça va fonctionner chez nous. Le Maghreb n'est pas un pays de Qoual plus que les autres. Tu vois, il y a... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste penser à l'escroquerie, l'espèce de truc. On n'est pas particulier là-dessus. En fait, on est juste comme les autres. Si on travaille bien, on met les choses en place, le crowdfunding va fonctionner. On sera très très content de l'avoir fait. Excellent. Est-ce que ta culture marocaine t'aide à apporter des perspectives uniques dans ton travail d'entrepreneur? Entre guillemets, je fais tout pour le Maghreb. C'est vraiment ça le sujet. Je t'ai dit, j'ai jamais travaillé pour le Maghreb. Le jour où j'ai essayé de rentrer, au début, j'ai tenté le salariat. J'ai vu que ça allait pas fonctionner le salariat pour 36 milliards de raisons. Je me dis en fait, je veux quand même me connecter le Maghreb. Je vais le faire à travers cette voie. Donc, moi, c'est Maroc avant d'être entrepreneur. Je pense que ça a suffi à répondre à la question. Ouais. Es-tu convaincu que le Maroc a le potentiel de devenir un hub régional pour les startups Le Maghreb est déjà un hub régional sur plein de domaines. Aujourd'hui, si je te donne juste un exemple, quand tu regardes les banques marocaines, elles ont un track record de malade. Enfin, elles ont suppléé les banques françaises. Elles sont clairement leaders, pionniers dans tellement de pays. Je pense que ça, c'est une stratégie qui a été gagnante. Donc probablement que si on a réussi à le faire sur ce type de choses, on peut le faire sur plein d'autres secteurs. Crowdfunding. Et enfin, si H-Man, est-ce que tu as aimé faire ce podcast avec nous? Écoute, très très sympa. Encore une fois, Anna, je te dis, je trouve que vraiment vous avez un super projet, une super équipe. Parce que mine de rien, il faut... Seul c'est sympa, mais on peut se fatiguer. Ouais. Je pense que vous êtes deux et je vois bien et beaucoup de support d'amis aussi. La complémentarité. Ouais. Big up. Il y a 10 personnes dans la régie. Ah, je les voyais pas, mais... Non. Bravo Ali. Moi vraiment pour vous dire, moi le podcast j'ai commencé à écouter ça il y a, je sais pas, peut-être il y a 4-5 ans. Ouais. C'était un truc de niche. Okay. Des fois quand je disais aux gens j'écoute des podcasts, les gens ils savaient pas trop ce que c'était. Le mec il est un peu, c'est un puriste. C'est quoi, c'est Cyprien? Maintenant tout le monde écoute les podcasts. Ça veut dire que c'est un format qui fonctionne. Chacun, moi je le fais en courant, je fais quand je fais le ménage. Ouais. Donc vraiment c'est un truc que je trouve hyper souple, hyper flexible. Je pense que vous avez un très très bon créneau. Je pense que c'est une bonne tribune pour beaucoup de nous. Moi, j'ai de la chance d'avoir cette tribune-là. Merci encore de m'avoir invité. Yes. Et je vous souhaite très très bon courage pour la suite. Ouais. Merci. Tout pour vulgariser la tech. Vulgariser l'impact, l'entrepreneuriat, les projets, la culture, l'art. Et des projets qui ont de la valeur ajoutée. عندهم يزيدونا شي حاجة. بغينا شي حاجة جديدة. هادشي اللي كاين. Long life Moroccan Mavericks. مرحبا et ألف مرحبا et à la prochaine surtout. يلا بسلامة.